Bonsoir. Je suis ravie d'ouvrir ce nouveau jeudi de la santé. Ravie de vous voir assez nombreux. On a toujours la possibilité de revoir la conférence et de la réécouter. Donc, c'est vrai qu'en cette période, on a peut-être pas mal de choses à préparer. Puis la fatigue aussi qui s'accumule. En tout cas, vous êtes là et c'est l'essentiel. Ce soir, on accueille deux émérite pédopsychiatre du Centre Rest que vous connaissez peut-être, sans doute. Moi, en tout cas, je le connais bien puisque c'est un partenaire important dans le cadre de ma profession, puis dans le cadre également de ma mission d'élu et d'adjointe à la santé. Donc ce soir, on va traiter le sujet des adolescents et de leur mal-être. Et je pense qu'on peut compter sur nos deux interlocuteurs, nos deux conférenciers, pour nous donner des clés et pour faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux pour nos adolescents. Mais avant de démarrer, je passe le micro à mon voisin de droite qui a une fois encore ce soir une annonce à faire. Et puis surtout, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je ne peux malheureusement pas rester avec vous parce qu'il faut que j'aille dans les résidences autonomie auprès des personnes âgées. Donc là, c'est une autre classe d'âge de la population et des habitants, mais je réécouterai à coup sûr la conférence. Donc voilà, bonne soirée. Et puis, comme d'habitude, après l'exposé, il y aura les questions que vous pourrez poser sans problème. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne soirée. Bonsoir à tous. Bon, merci de me donner les quelques minutes de votre présentation pour faire un appel. En fait, moi, je suis Eric Pivert, je suis médecin, enseignant à la fac de médecine. Et dans le cadre de la formation de nos futurs médecins, en fait, on fait de la simulation. Ils sont évalués quand ils sont mis en situation avec des patients standardisés. Et donc, on a besoin de volontaires pour jouer les patients et donc participer à la formation de nos futurs médecins. Donc, c'est quelque chose d'assez enrichissant. Hein. Vous êtes mis en situation. Hein. C'est donc la situation d'échange d'un dialogue et vous jouez un patient. Et donc, ça nous permet, nous, en tant qu'enseignants, d'évaluer les futurs médecins dans cette situation avec une grille et de les mettre en situation dans laquelle ils seront demain en échange avec leurs futurs patients. Donc là, vous avez ici un QR code, ça vous mène directement à à la page de la fac de médecine où vous pouvez vous inscrire, prendre rendez-vous. Vous avez plusieurs temps, alors il faut un peu de temps parce qu'il y a un peu de formation et puis il y a une journée dans laquelle vous allez participer aux examens et ça dure une demi-journée. Alors il faut être impliqué, c'est assez enrichissant parce que vous voyez un peu l'enseignement de l'autre côté, hein, comment on forme nos futurs médecins de demain, et je crois que ça c'est important pour vous qui êtes là et qui vous intéressez à la santé, soit de vos adolescents, soit d'autres problèmes de santé. Donc là, vous avez un QR code et puis j'ai mis des flyers à la sortie sur la table si ça vous intéresse. Et donc, on fait appel à votre implication, votre bonne volonté. En tout cas, merci beaucoup. Passez une bonne soirée et je pense que l'enjeu de cette soirée paraît très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, je suis Mathilde et je suis accompagnée de Louise, ma camarade qui se cache juste derrière. On est étudiante en master de droit de la santé à l'université du coup de Tours. On se présente ce soir auprès de vous pour vous présenter l'un des projets les plus importants, le projet le plus important de nos 2 années de master.
celui de notre colloque, notre journée d'études, qui se tiendra le jeudi 5 février 2026, sur un thème aussi sensible qu'essentiel, qui est la fin de vie. Et ce colloque est intitulé « Mourir en droit ». Il sera centré du coup autour d'une question qui traverse à la fois le droit, l'éthique, la médecine et la société tout entière. Donc la question, c'est à l'aune des dilemmes éthiques et regards comparés, jusqu'où le droit peut-il accompagner? Donc cette journée se tiendra de 9h15 à 17h à la faculté de droit de Lyon. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, désolée. Donc pourquoi nous avons choisi le thème mourir en droit? Parce que parler de la mort, c'est jamais neutre. Parler de la mort en droit, encore moins. Et si nous avons choisi ce thème, c'est aussi parce qu'il résonne particulièrement avec l'actualité législative. Le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, actuellement débattu, interroge profondément notre conception de la dignité, de l'autonomie, de l'accompagnement des personnes vulnérables, mais aussi le rôle du soignant, du juge, de l'avocat et plus largement de la norme juridique face à la mort. Donc ce texte, qu'on le soutienne ou qu'on le critique, marque en tout cas une étape importante. Il l'oblige à penser la fin de vie non plus de manière médicale, uniquement en tout cas, mais aussi comme un enjeu de droits fondamentaux, d'éthique et de politique publique en santé. Donc l'objectif de cette journée d'études est d'aborder cette journée avec une approche pluridisciplinaire et transdisciplinaire. Donc, nous avons donc décidé de former 3 tables rondes, chacune éclairant une facette essentielle de la fin de vie. La première table ronde sera intitulée Droits fondamentaux et interrogera sur la place du droit dans les décisions de fin de vie. Nous aurons l'honneur d'y entendre Antonin Crinon, enseignant-chercheur en droit et libertés fondamentaux, Jacqueline Hérémence, avocate au barreau de Bruxelles et présidente de l'association pour le droit de mourir dans la dignité en Belgique. Et également Theo Boer, professeur d'éthique néerlandais et ancien contrôleur des cas d'euthanasie aux Pays-Bas. Et enfin, Nelly Vérotte, responsable du service des affaires juridiques à l'Institut Gustave Roussy, qui interviendra notamment sur l'arrêt des thérapeutiques actives. La deuxième table ronde portera sur l'éthique et nous y accueillerons Béatrice Birmelet, médecin au CHU de Tours, médecin également en hospitalisation à domicile chez Humensia et directrice de l'espace de réflexion éthique du Centre Val-de-Loire. Également sera présent François Gabory, avocat spécialiste du dommage corporel et de la défense des victimes. Et enfin, nous y rencontrerons Philippe Bataille, qui est sociologue et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et la troisième et dernière table ronde portera sur les soins palliatifs. Elle rappellera une évidence parfois oubliée dans le débat public. Mourir en droit, c'est aussi mourir dans le soin, dans l'accompagnement, dans l'attention portée à la personne jusqu'au bout. Et interviendront notamment Nicole Pilon, infirmière en équipe mobile de soins palliatifs au CHRU de Tours, Tony-Marc Camus, directeur adjoint de chez Humensia, et ainsi que Vincent Camus, psychiatre au CHU de Tours. Donc si une seule table ronde vous intéresse ou que vous ne pouvez pas être présent sur toute la journée de ce 5 février, vous pouvez bien évidemment vous rendre disponible que pour 1 ou 2 tables rondes sur les 3, il n'y a aucun souci, ou sur les 3, vous serez bien évidemment la bienvenue. Donc pour conclure, cette journée n'a pas pour ambition de trancher un débat qui peut évidemment ne pas l'être définitivement. Elle vise plutôt à ouvrir des espaces de réflexion, à croiser les regards, à confronter des expériences dans un esprit de respect, d'écoute et de rigueur intellectuelle surtout. En tant qu'étudiante en droit de la santé et étudiant, parce que je parle au nom de tout le Master 2 droit de la santé actuellement, nous sommes convaincus que le droit a un rôle essentiel à jouer face à la mort, non pas pour la maîtriser, mais surtout pour accompagner, protéger et humaniser les décisions qui s'y rattachent. Donc nous remercions très chaleureusement l'ensemble des intervenants qui seront présents sur cette journée d'études, mais également la mairie de Tours pour son accueil ce soir. Nous serions ravis de vous voir présents ce jeudi 5 février et nous nous réjouirons également de prolonger les échanges en fin de journée autour d'un cocktail. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée à toutes et à tous et un excellent jeudi de la santé. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bon,
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors on va se présenter, moi je me présente, je suis le docteur Xavier Angibault, je suis pédopsychiatre, chef de service du Centre ORES, donc le centre de consultation pour adolescents du département d'Indre-et-Loire, et je suis également le chef de service du service adolescent du CHRU de Tours, donc qui comporte l'unité d'hospitalisation complète, un hôpital de jour adolescent et une équipe mobile. Et je suis accompagné de ma collègue. Donc, bonsoir à tous. Donc moi je suis le docteur Justine Cousin, pédopsychiatre au Centre ORES, et j'ai également une activité dédiée à un dispositif qui s'appelle Médecine Générale et Psychiatrie 37, qui est un dispositif dans lequel des médecins généralistes peuvent demander des avis psychiatriques ou pédopsychiatriques sur une plateforme. Voilà. Et nous allons vous parler d'adolescence ce soir, et pas n'importe quelle adolescence. Nous allons vous parler de la crise de l'adolescence ou d'un mal-être profond, comment savoir le repérer et savoir orienter. Alors, pour faire un petit peu le plan, après l'introduction, on vous définira ce qu'est une adolescence normale, pour pouvoir après mieux définir les éléments de repérage d'un adolescent en souffrance. Et ensuite, on vous parlera de où orienter, vers quelle structure d'accueil, d'orientation et de soins, avant de conclure. Donc, en introduction, quelques chiffres déjà, parce qu'en effet, on le sait, la santé mentale, c'est une priorité nationale, et on l'entend un peu partout. La santé mentale des jeunes est dégradée, mais ça vient pas de nulle part. Il y a des études qui le montrent, notamment il y a l'étude En Classe, qui est une étude qui a interrogé une dizaine de milliers de collégiens et de lycéens sur leur santé mentale. Il a été constaté une nette dégradation de leur santé mentale entre 2018 et 2022. On le voit également depuis le Covid, l'organisme Santé publique France met en place des éléments de surveillance au niveau des urgences, et on voit que depuis le post-Covid, les enfants et les adolescents consultent beaucoup plus aux urgences en post-Covid en post-Covid pour différents motifs, idées suicidaires, tentatives de suicide, troubles anxieux, troubles dépressifs. À partir de 2022, les nombres de consultations aux urgences étaient à peu près maintenus par rapport à 2021, sauf pour les enfants et les adolescents qui consultaient aux urgences pour idées suicidaires et tentatives de suicide, où ça ne cesse d'augmenter d'année en année. 2022 est plus élevé que 2021, 2023 est encore plus élevé, 2024 est encore plus élevé, et 2025 est encore plus élevé que 2024. Ce qui n'est en effet pas très rassurant, ce qui montre à la fois une augmentation du nombre d'adolescents en souffrance et une aggravation de la profondeur de leur souffrance. D'autres études ont également montré que chez les 18-24 ans, on retrouvait presque 21% qui étaient concernés par la dépression en 2021 contre seulement 11,7% en 2017. Donc on voit vraiment une nette augmentation. Donc c'est pourquoi on va vous parler de ça ce soir. En introduction, l'adolescence, qu'est-ce que c'est ? Selon l'OMS, c'est une période de croissance et de développement humain qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, et qui se situe à peu près entre les âges de 10 et 19 ans. C'est une période de transition d'âge de l'enfance vers l'âge adulte et d'émancipation de l'enfant, adolescent, adulte vis-à-vis de ses parents. Ça vient du latin adolescere qui signifie grandir. Qui dit grandit dit changement. On va vous expliquer après qu'il y a différents changements. On pense évidemment à l'adolescence, à la puberté, c'est l'un des premiers changements, mais il y en a d'autres, on va vous l'expliquer un peu plus en détail. Et est-ce que le changement est possible sans introduire de désordre ? Et ma collègue avait trouvé une citation de François Truffaut, donc cinéaste français, qui était, je trouve, très à propos, et qui lui-même était une adolescence pas très simple. Il disait « L'adolescence ne laisse un bon souvenir qu'aux adultes ayant une mauvaise mémoire ». Je trouvais que c'était très à propos pour notre conférence de ce soir. Et je passe la parole à ma collègue pour vous parler de l'anthropologie de l'adolescence. Alors, donc, l'approche anthropologique permet de prendre la pleine mesure des processus en jeu au cours de l'adolescence auxquels on se confronte tous les jours. Ceci étudie l'adolescence selon un double point de vue. Le premier en tant que période d'insertion sociale, c'est-à-dire dans la vie adulte, c'est-à-dire qui s'intéresse à la manière dont les différentes cultures conçoivent, vivent et encadrent cette période de transition. Le deuxième en tant que groupe social, avec des caractéristiques socio-culturelles particulières. Les adolescents partagent des caractéristiques, des expériences, des pratiques qui les distinguent du reste de la société. Je pense au langage, aux médias culturels, aux normes de groupe, on parle de culture adolescente. Cet âge de la vie n'a pas toujours existé et n'existe d'ailleurs pas toujours encore dans de nombreux pays. L'adolescence n'est pas universelle, elle est en réalité façonnée par la culture, les valeurs, les normes sociales. Et dans nos cultures occidentales, comme la nôtre, elle est souvent vue comme une période de crise identitaire.
Donc, dans certaines sociétés, les sociétés traditionnelles, la rupture avec l'enfance se fait de manière quasi immédiate. Ces sociétés pratiquent ce que l'on appelle des rites d'initiation. Je vous en ai mis avec des modalités différentes. Je vous en ai mis quelques exemples ici. La circoncision, l'apprentissage de la chasse, les fêtes pour les premières règles, etc. Dans d'autres sociétés, les sociétés comme la nôtre, le passage à l'âge adulte est moins clair. Aujourd'hui, il n'existe presque plus de repères précis pour marquer ce passage. Et les rituels permettent d'intégrer socialement les adolescents. Et en l'absence de rituels clairs, dans les sociétés modernes, les jeunes peuvent créer leur propre forme d'identification. Des groupes, des tribus urbaines, des modes vestimentaires ou autres, de leur propre musique, d'où l'influence des cultures de masse, des réseaux sociaux à la recherche d'appartenance. Après, il est important de nuancer quand même qu'il existe des transitions symboliques modernes, je pense au brevet, au bac, à la majorité, le permis, la première cigarette, les premières relations sexuelles, les premiers engagements personnels qu'il convient de ne pas banaliser. Donc, l'existence d'un âge intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte, l'adolescence, est un fait qui paraît aujourd'hui bien établi, mais il n'en a pas toujours été ainsi en France. Avant le XIXe siècle, la puberté signait la fin de l'enfance et l'accès à un statut juridique nouveau. Par exemple, du temps de l'Empire romain, à 17 ans, les jeunes étaient inscrits sur des listes de citoyens, ils devaient s'engager, étudier l'éloquence, le droit, la philosophie, etc. Les enfants des siècles médiévaux, à 14 ans, eux, dès la puberté, ils pouvaient être rois ou chefs d'exploitation paysanne, seigneurs, compagnons, maîtres, se marier, procréer, etc. En 1881 est votée la loi Ferry où l'école, l'instruction, devient obligatoire pour les 6 à 13 ans, créant ainsi un espace-temps particulier entre l'enfance et l'âge adulte. Et puis, dans les années 60, la France est marquée par l'essor d'une société en pleine modernisation, en pleine croissance économique post-30 glorieuse, en pleine mutation des mentalités. On assiste à la liberté sexuelle, le droit à la parole, des formes d'expression dans lesquelles la vie privée et la vie politique se mêlent profondément et qui sont aujourd'hui des valeurs reconnues par tous, qui se rapprochent de plus en plus de nos sociétés. Alors, à présent, je vais vous parler des processus, des changements physiques que l'on retrouve au cours de l'adolescence. Donc, tout d'abord, je vais vous parler des remaniements biologiques, hormonaux, avec le mot barbare de puberté. Cette période correspond à l'évolution des caractères sexuels primaires, des organes génitaux externes, de l'apparition des caractères secondaires comme la voix, la pilosité, les seins, le système musculaire, l'apparition d'un pic statural, donc de croissance. On assiste à une véritable transformation du corps et de l'image corporelle. Ensuite, je vais vous parler des remaniements cérébraux, à savoir les remaniements des neurones, des connexions de neurones, que l'on appelle des synapses, qui permettent une communication entre ces neurones qui, eux, détiennent de l'information. À l'adolescence, on assiste à une amélioration de la connectivité neuronale. Après une expansion du réseau de neurones en début d'adolescence, par la suite, on assiste à un élagage. Les connexions les plus utiles sont renforcées au détriment de d'autres qui sont moins utiles et qui, elles, disparaissent. Cela engendre diverses répercussions, telles que la vivacité des adolescents, le fait qu'ils font plus de liens, qu'ils présentent des questionnements existentiels, qu'ils présentent une période où l'apprentissage est le meilleur. Et parmi ces remaniements, certains se font de manière asynchrone, c'est-à-dire pas en même temps, notamment les circuits émotionnels et de récompense qui se retrouvent à ce niveau du cerveau, qui se développent avant les circuits décisionnaires, dits de régulation, qui se trouvent plus au niveau du cortex préfrontal et qui, eux, ont pour mission d'inhiber la flexibilité mentale, une forme de mémoire particulière, l'organisation des tâches, etc. Et cette maturation asynchrone suppose une influence excessive du système émotionnel et de récompense en regard du système décisionnaire qui, lui, peine à le réguler. Et la conclusion en est que chez les adolescents, au cas où ça vous aurait échappé, l'émotion prime le plus souvent sur les cognitions dans le processus de décision. Et ça a pour conséquence, c'est pour ça qu'on retrouve une clinique avec plus de labilité émotionnelle, plus de sensibilité, une recherche de sensations fortes, une tendance à privilégier les satisfactions immédiates aux satisfactions différées, plus d'impulsivité, moins de flexibilité. Il s'agit de transformations physiologiques, involontaires, imprévisibles, irréversibles,
qui aboutissent à un corps sexué individuel, parfois avec des transformations insupportables telles que l'acné. Ensuite, je vais vous parler des changements cognitifs. Les cognitions, ça veut dire la pensée. Donc, on assiste au développement de la pensée abstraite, dite capacité d'abstraction, qui désigne la capacité de l'esprit à créer et à utiliser des concepts en vue d'un raisonnement. Il y a aussi le développement de la métacognition. Méta, ça veut dire au-delà en grec. Cognition, toujours penser. Ça veut dire penser sur sa propre pensée. Donc, ça donne un accès à l'introspection pour les adolescents, une capacité à se projeter dans l'avenir, à remettre en question l'autorité, à développer la pensée critique, une meilleure compréhension des conséquences des actes avec toujours cette impulsivité dont je vous parlais juste avant. L'adolescence est pleine de paradoxes. Ton micro. Donc ma collègue vous a parlé des changements physiques, également des changements cognitifs. Moi je vais vous parler ensuite des changements relationnels. Donc en gros il y a quatre changements, quatre types de changements chez l'adolescent. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte et à un âge où l'adolescent doit se grandir, se séparer et s'individualiser, et donc se séparer de qui? De ses parents. Lors de cet âge-là, il y a une prise de distance par rapport à leurs parents, ce qui leur permet de se construire. Pour reprendre un peu des bases d'attachement, c'est l'idée, c'est l'adolescent qui a des bons liens avec ses parents, donc une bonne base sécure d'attachement va lui permettre de s'éloigner petit à petit, d'aller explorer les pairs, d'autres manières, d'autres modèles d'attachement, d'autres milieux, d'autres manières de penser, et il pourra revenir à sa base d'attachement s'il est en sécurité ou s'il en a besoin. C'est à cet âge-là, l'adolescent et les parents vont jouer un peu un numéro de funambule où l'adolescent va vouloir l'autonomie, s'émanciper, ne plus dépendre de ses parents et des fois va quand même avoir besoin d'eux pour être rassuré ou pour certaines, pour un accompagnement tout bêtement. Et le parent, pareil, devra s'adapter à ça, c'est-à-dire des fois accepter de laisser l'adolescent s'éloigner et faire sans lui et accepter de des fois être là pour le rassurer ou pour l'aider pour les tâches un petit peu ingrates de faire le taxi, faire le ménage ou autre chose, mais également pour jouer le rôle des fois de confident ou de soutien. C'est ça qui permet après de grandir, parce que si l'adolescent grandit, s'émancipe progressivement et peut revenir avec ses parents, ça ne veut pas dire que le lien est rompu définitivement. On parle de séparation, on ne parle pas de rupture. Ça lui permet de savoir qu'il a toujours cette base-là, malgré le fait qu'il soit en train de grandir, en train de s'émanciper et de fonctionner différemment de ses parents. Parce qu'à cet âge-là, il va commencer à prendre conscience le professeur Marcelli, pédopsychiatre, disait qu'à l'adolescence, l'adolescent rencontre l'homme et la femme derrière le père, le papa, la mère, la maman. Et donc ça permet du coup de prendre conscience de leurs failles, de leurs défauts. On se rend compte qu'on fonctionne pas comme eux, qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs, et ça permet du coup de se construire parfois en opposition. Donc parfois ça va entraîner des conflits, parfois ça va entraîner l'adolescent qui va se replier dans sa chambre, qui va se construire sa vie un petit peu en décalage. C'est pas toujours facile pour les parents, mais c'est nécessaire pour permettre à l'adolescent de se construire, on va dire, un peu séparé de ce système parental. Donc c'est pas forcément source de conflit, ça peut. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, ça veut pas dire que c'est forcément inquiétant, parce que des fois, par exemple, l'adolescent va aussi pas oser attaquer ses figures parentales par respect pour eux et tout, et ça l'empêche pas de grandir pour autant. Et donc, en parallèle de cette séparation de ses parents, progressivement, la relation avec les pairs, avec les amis, va prendre de plus en plus de place. On se rend compte d'ailleurs qu'à l'adolescence, il y a d'autres figures d'attachement qui existent parmi les pairs. Chez les enfants, les figures d'attachement, c'est les parents, des fois d'autres adultes qui sont occupés, des grands-parents, des oncles et tantes, mais pas les amis. À l'adolescence, il va y avoir des liens tellement forts qui va pouvoir permettre à l'adolescent de créer une autre base sécure pour pouvoir l'explorer un peu plus loin que les parents, et comme je le disais, d'autres manières de faire, de vivre avec d'autres valeurs, et donc va développer de vraies relations de figures d'attachement, ce qui du coup met en perspective les adolescents qui des fois vivent très mal les séparations amicales ou les ruptures amoureuses, où nous, quand on a plus d'expérience, on se dit oui, mais dans quelques temps ce sera oublié. Pour eux, c'est comme s'ils perdaient un de leurs proches, même s'il n'est pas décédé, c'est juste une rupture, c'est quelque chose qui peut être extrêmement douloureux pour eux.
Donc, le fait de tisser des relations avec les pairs, ça permet de développer d'autres modalités d'attachement. Donc, comme je disais, d'autres fonctionnements, d'autres modalités d'attachement qu'avec ses parents. D'également l'appartenance à un groupe, parce que on passe pas d'enfant à adulte comme ça, un adulte avec ses propres valeurs et tout. Ça passe par l'appartenance à un groupe pour justement retrouver soit des valeurs qui nous qu'on partage, soit un lot, soit des manières de penser, des loisirs, quelque chose qui va nous permettre de grandir et de tisser d'autres modalités de relation qu'avec ses parents, et bien entendu également les relations amoureuses qui commencent à apparaître à cet âge-là. Et enfin, le quatrième changement, c'est les changements psychologiques. Donc, souvenez-vous de ce que ma collègue vous a dit, il y a les changements au niveau physique, à la fois corporel, mais également cérébral, il y a les changements de la pensée, il y a les changements relationnels, et tout ça va entraîner et aboutir à des changements psychologiques. Donc, comme je le parlais, d'un besoin d'autonomie, donc au-delà de la séparation de l'adolescence, c'est également de pouvoir fonctionner en autonomie sans dépendre de ses parents. J'ai un collègue qui disait que pour lui, l'adolescence se terminait quand on arrêtait de demander l'avis de ses parents, ou de faire en fonction d'eux. Donc c'est un peu le but ultime de l'adolescence. Donc des fois, justement, pour s'autonomiser, on s'affirme, d'où des fois les conflits, on affirme des avis tranchés différents, on ne veut plus faire le même métier que papa ou maman, on a envie de faire complètement autre chose. C'est un des changements psychologiques de cet âge-là. Donc il y a tout le travail d'individuation, donc toute la quête de l'initiation, de la construction de soi, de la conscience de soi. Rappelez-vous ce que disait ma collègue, donc les changements de pensée qui permettent de développer la métacognition, la pensée abstraite, le raisonnement sur des concepts et tout, ça permet à l'adolescent petit à petit de comprendre, de construire ses propres valeurs, ses propres avis, ce qui le construit, ce qui rentre, ce qui compte pour lui, et quel adulte il a envie de devenir. C'est pour ça que beaucoup d'ados partent dans des associations, dans les conseils du vie lycéen, autres, parce qu'ils ont envie de s'exprimer et de faire porter leur voix. Pour certains, ça peut devenir une vraie dépression existentielle, justement, de pas savoir qui ils sont et de pas savoir quelles valeurs ils ont envie d'avoir. Et tout ça va permettre une construction identitaire, que ce soit par rapport au look, par rapport à l'occupation de leur corps, par rapport à leurs opinions, également via les réseaux d'amis, mais également les réseaux sociaux. Là où le corps peut être utilisé comme une vraie carte d'identité visuelle, c'est-à-dire que l'adolescent va pouvoir se retrouver avec d'autres, avec un look, un style différent, avec des goûts vestimentaires et des avis qui vont se retrouver du coup sur lui. Ça permet à la fois une différenciation vis-à-vis de ses parents et également une assimilation avec les pairs. Et des fois, le film Les Beaux Gosses en parle d'ailleurs très bien. Dans ce film, on voit au début, on suit deux amis qui vivent leur vie et tout, et avec des déboires amoureux, des déboires d'amis. Et vers la fin du film, excusez-moi, je spoil un peu, il y a un bond dans le temps de quelques mois, et on voit que eux deux, ils se connaissent un petit peu, mais ils ont plus la relation amicale qu'ils avaient, et ils sont dans des groupes totalement différents. Il y en a un qui est devenu skater, je crois, l'autre qui est devenu un peu gothique, et ça montre toute l'évolution qu'il y a à cet âge-là, où à un moment, ils vont s'identifier à tel groupe parce que ça va correspondre à leur identité du moment, à leur recherche, et au bout de quelques temps, ils vont changer parce qu'ils vont se retrouver avec d'autres, ils vont se retrouver mieux dans un autre groupe avec d'autres pairs. Donc, d'où l'importance cruciale des pairs à ce moment-là. Comme je disais, c'est l'apparition d'autres figures d'attachement. Ça permet, comme je disais, l'adolescent ne peut pas quitter le nid familial, la base de sécurité, pour se construire tout seul en autonomie. Il a besoin d'être avec d'autres pour pouvoir explorer encore plus loin et accrocher avec ceux avec qui il se retrouve le plus. Et des fois même, il peut aussi se construire en opposition à d'autres valeurs d'adolescents ou de groupes qu'il voit. On voit beaucoup les adolescents qui se plaignent eux, ils mettent le bazar, ils sont pas respectueux vis-à-vis des profs. Au contraire, eux, ils sont beaucoup trop studieux, ils remettent pas ça en question. Ça permet des fois de se construire en opposition vis-à-vis des autres. Donc voilà, donc vous retenez ces 4 changements principaux à l'adolescence: les changements corporels, les changements de pensée, les changements relationnels et les changements psychologiques. Quelques mots sur les écrans et les réseaux sociaux. On en parle beaucoup, c'est très présent dans nos vies. Une étude a montré que, en moyenne en France actuellement, il y a 10 écrans par foyer. C'est pas rien, hein. Que 87% des 12 ans ont un smartphone. Il y a presque 3 écrans par personne chez les 13-19 ans. Et l'âge d'acquisition du smartphone en moyenne, c'est entre 9 ans et 8 mois. Donc ils ont un smartphone avant d'aller au collège. Au niveau du temps d'écran, l'étude a montré que chez les 6-17 ans, la moyenne était de 4h11 d'écran par jour. Chez les 16-19, il y avait plus de 5 heures d'écran par jour hors scolaire. Et chez les 7-9 ans, il y avait déjà 1h50 à 2h20 par jour d'écran.
L'usage, c'est divertissement, socialisation. Donc on est hors usage scolaire comme ça peut être parfois. Donc évidemment, un usage important d'écran, ça entraîne des risques. Ça entraîne des risques évidemment au niveau du sommeil. Sommeil qui est une période extrêmement importante parce que c'est là où beaucoup de modifications se font dans le corps pour se recharger au niveau hormonal, au niveau énergie, etc. Et si le sommeil est altéré, ça entraîne des conséquences. Et on a vu que un sommeil altéré chez des jeunes, chez les moins de 25 ans, ça peut entraîner des conséquences durables au niveau cardiaque, au niveau hormonal, etc. Évidemment, au niveau de l'écran, il y a à la fois le côté stimulation, donc le côté vidéo, jeu ou autre, qui va stimuler l'éveil et du coup va retarder l'endormissement. La lumière bleue, évidemment, aussi, qui est une lumière assez vive qui stimule beaucoup. Ça entraîne également des conséquences à ce niveau-là. Et en plus, donc comme je disais, tout ça mis bout à bout, ça entraîne un décalage au niveau du sommeil des adolescents, par exemple, adolescents qui ont déjà de base physiologiquement un certain décalage. L'adolescent qui s'endort tard et qui va se réveiller tard, ça fait partie de son fonctionnement, c'est comme ça. Normalement, c'est compatible avec sa vie quotidienne. Imaginez un adolescent qui va encore plus se décaler parce qu'il passe beaucoup de temps sur les écrans. Ça peut entraîner beaucoup de conséquences. Évidemment, un usage intensif des écrans, ça peut également entraîner une baisse d'activité physique, donc une sédentarité, qui va entraîner un surpoids. Et après, ça s'auto-entretient parce que les études ont montré que par exemple, manger devant un écran, ça aggrave les risques de surpoids parce que vu qu'on a une altération de l'attention, on se rend pas forcément compte qu'on a plus faim, donc on peut s'arrêter de manger. Donc ça va entraîner plus d'alimentation, plus de surpoids, qui entraîne plus de sédentarité, plus de temps devant les écrans et ainsi de suite. Ça entraîne des troubles au niveau de la vue, ça entraîne des troubles au niveau de la myopie, il y a des effets phototoxiques de la lumière bleue, encore plus la nuit et chez les jeunes. Ça entraîne beaucoup de choses au niveau de développement socio-relationnel. Donc on le sait que les écrans en bas âge, c'est à prohiber, et quand ils grandissent, on peut les introduire très progressivement et à vraiment à petite dose parce que ça va altérer le développement de l'enfant au niveau du langage, au niveau des interactions avec les autres parce que il interagit pas, il est face à un écran. Il y a une étude qui a montré qu'une exposition tôt et intensive des écrans aux enfants, ça entraîne des troubles du langage, des troubles de la régulation des émotions et des troubles au niveau des compétences socio-relationnelles. Mais l'usage important des écrans chez les adultes, ça entraîne également des conséquences chez les enfants. Parce que s'ils passent plus de temps sur les écrans, les parents, ils sont moins disponibles pour s'occuper de leurs enfants, pour les stimuler, pour répondre à leurs besoins. Ça va entraîner plus d'irritabilité aussi également. Donc il faut que tout le monde fasse attention au niveau des écrans. Et bien sûr, ça entraîne également des choses au niveau santé mentale. Donc il y a plus d'anxiété. En même temps, on voit un petit peu toutes les infos qu'il y a en ce moment, c'est pas du tout rassurant. Il y a un effet de comparaison par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au corps, par rapport à la réussite, tout ça. L'exposition aux cyberviolences avec du cyberharcèlement, mais également l'exposition à des scènes violentes ou autres auxquelles ils n'auraient pas forcément accès via d'autres médias. Donc, je le mets à la fin. Le risque, bien sûr, il est lié à l'usage et non à l'outil. En soi, l'outil, l'écran, de toute façon, on peut plus s'en passer maintenant, c'est partout, la preuve. Mais il faut faire attention à l'usage, parce qu'un usage mesuré et dans les limites du raisonnable, les effets négatifs seront limités. Par contre, un usage non éduqué et non limité entraînera des conséquences potentiellement très graves. Et en effet aussi, contrairement à ce qu'on peut entendre, les écrans ne sont pas à l'origine des troubles du neurodéveloppement, mais par contre, leur usage excessif, ça amplifie les symptômes. Donc, un enfant qui a passé beaucoup de temps devant les écrans, c'est pas ça qui a pu lui causer un trouble du spectre autistique, un trouble déficitaire de l'attention ou un trouble des apprentissages. Par contre, le fait d'avoir ce trouble-là et d'être beaucoup devant les écrans, ça va encore plus aggraver ces symptômes. Donc attention. Maintenant qu'on a parlé de l'adolescence en souffrance, je vais vous parler un peu donc de comment de l'adolescence normale, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Je vais vous expliquer comment repérer un adolescent en souffrance. Donc il y a des signaux d'alerte. Alors vous allez voir, ils sont pas exhaustifs et puis ils sont très nombreux. Donc ça peut être tout d'abord un adolescent qui va s'isoler, qui va être en rupture de lien social. Donc l'adolescent, alors vous allez voir, je vais en reparler. Le normal et le pathologique, c'est un continuum de toute façon. L'adolescent qui va passer du temps dans sa chambre et tout, un peu loin de ses parents,
Ça peut être un signe de souffrance, pas forcément. Comme je le disais, ça peut être un signe de l'adolescent qui va s'émanciper petit à petit et mettre un peu ses parents à distance de manière calme et posée, pas dans le conflit. Mais l'adolescent qui va s'isoler durablement, plus participer aux activités à la maison, s'isoler de ses amis, vraiment ne plus sortir les voir, ne plus faire d'activités, ça, attention, ça peut être un signe d'un adolescent en souffrance. Bien évidemment, un adolescent qui va subir du harcèlement, qui va subir des agressions, qui va être confronté à des violences, attention, ça peut entraîner des conséquences déjà ce sont des événements assez graves, ça peut entraîner des conséquences encore plus graves, des troubles anxieux, un trouble du stress post-traumatique, une dépression, il faut faire attention. Et ça peut être toute agression ou violence à cet âge-là, vous avez vu que c'est un âge qui est très fragile, parce qu'il y a énormément de changements, et donc toute exposition à ça tôt dans l'adolescence peut également altérer sa relation avec les autres. Un adolescent qui se construit dans une notion de harcèlement, il va vivre avec l'impression que l'extérieur est dangereux. Si on ne l'a pas protégé, si l'établissement, les parents n'étaient pas prévenus ou ne sont pas intervenus, ça lui montre aussi que la confiance envers les autres, envers ses pairs et les adultes, est pas forcément fiable. Et ça peut être toute agression, même aucune n'est à banaliser, comme voilà, on parle du harcèlement, le cyberharcèlement ça compte aussi, le harcèlement de rue ça compte aussi, donc tout ça est à prendre en compte. L'absence de soutien familial, scolaire ou des pairs, ça c'est plutôt pour les professionnels en effet quand on voit un adolescent qui va être non pas isolé mais qui ne va pas être soutenu par donc en effet ses parents qui s'investissent assez peu de par leur travail, le fonctionnement familial, l'école qui est pas très soutenante, qui va pas trop vérifier comment ça se passe, ou les pères qui l'aident pas trop. Attention, c'est pareil, c'est un signe de fragilité, c'est un facteur de fragilité, ça peut entraîner après encore plus de troubles si l'adolescent passe une période difficile et n'est pas soutenu à ce moment-là. Évidemment, un adolescent qui a une maladie chronique, depuis l'enfance à l'adolescence, imaginez déjà, donc vous avez vu le programme de l'adolescence, comment ça pouvait être perturbant, imaginez un adolescent qui a déjà une pathologie, par exemple un trouble intestinal, une maladie de Crohn, une rétocolite hémorragique, un diabète, l'adolescence, en plus de tous ces changements-là, il faut gérer cette pathologie qui l'handicape au quotidien, et ça peut être très difficile. L'apparition des troubles du sommeil, donc comme je le disais, ça peut entraîner beaucoup de troubles derrière. Donc un adolescent donc qui s'endort un peu plus tard le soir et qui fait sa sieste, qui fait sa grasse matinée le week-end, c'est pas forcément très inquiétant. Par contre, s'il s'endort en milieu de nuit, des fois il va louper l'école ou il va émerger que l'après-midi le week-end, attention, ça pose question. Donc les somatisations, donc c'est-à-dire des symptômes corporels, donc des maux de tête, des maux de ventre, des nausées, hors troubles somatiques, attention, c'est peut-être le corps qui s'exprime et qui exprime un mal-être, une angoisse très souvent, une dépression. Alors bien sûr, il faut d'abord éliminer une cause somatique, parce que quand on a mal au ventre, avant d'être anxieux, on a peut-être un virus intestinal ou autre, donc il faut quand même l'éliminer. Mais s'il n'y a pas de troubles somatiques, c'est peut-être le signe d'autre chose. Donc il faut faire attention. Les conduites auto-agressives, donc tout ce qui est scarification, les prises de risques, les addictions, les mises en danger, les conduites à grande vitesse, tout ça, il faut faire attention. Alors, fut un temps, une scarification, c'était tout de suite un signe extrêmement grave au niveau psychopathologie. Il y a une vingtaine d'années, c'était rarissime, mais c'était extrêmement grave. Là, c'est un adolescent qui se scarifie une fois de temps en temps, bon, ça veut quand même dire qu'il va mal, c'est pas banalisé, on est d'accord, mais ça veut pas dire qu'il faut absolument l'hospitaliser, le mettre sous traitement ou autre, pas du tout. Il faut dire attention, c'est une vigilance, il faut pas le banaliser, il faut pas le minimiser, il faut pas se dire oui, il fait ça pour se rendre intéressant. Non, si l'adolescent montre qu'il va mal, c'est qu'il va mal. Et que c'est pas banalisé et qu'il faut au contraire le prendre en compte, et le minimiser ou le banaliser, ça serait encore plus lui faire du mal. Ça voudrait dire que il est pas très intéressant ou qu'il va pas si mal que ça. Tout ce qui est prise de risque, donc le fait de traverser sans regarder, de conduire sans casque ou autre, voilà, c'est un peu ce qu'on appelle des conduites ordaliques, c'est-à-dire un peu le fait de mettre sa vie en danger. Ça fait partie de l'adolescence. Quand c'est trop répété ou quand c'est trop souvent, quand c'est des grandes prises de risque, attention, ça cache peut-être quelque chose. Pareil, tout ce qui est consommation de toxiques, l'adolescence, comme le disait ma collègue, c'est l'âge où on va fumer les premières cigarettes, faire les premières soirées, boire de l'alcool, des fois beaucoup trop. C'est là où on teste ses limites. Un adolescent qui va commencer à fumer, qui va boire un petit peu d'alcool, c'est pas forcément inquiétant.
Par contre, s'il le fait, donc s'il boit tous les week-ends, beaucoup, quitte à être malade et tout, ou qui va tomber dans une consommation qu'on appelle autothérapeutique. Donc l'idée c'est pas de boire ou de fumer pour être avec les amis et profiter, mais pour soigner un mal-être. Attention, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Bien entendu, tout ce qui est retrait scolaire prolongé, absence régulière, l'adolescent, nous au Centre-Ouest, on s'occupe beaucoup d'adolescents en refus scolaire anxieux, donc très souvent au bout d'un moment ils sont totalement déscolarisés. Avant, ça a commencé par des absences un petit peu les lundis matins, un petit peu avant les vacances, la fin d'année. Attention, quand des absences se répètent, voire durent, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Donc, en gros, c'est une liste de signes, comme je disais, non exhaustive, qui doivent allumer des signaux d'alerte quand on a des adolescents, quand on est en contact avec des adolescents. Mais comme je disais, c'est un continuum. Qu'est-ce qui fait qu'un adolescent qui va commencer à fumer, par exemple, ou qui va être absent un petit peu en cours, est-ce qu'il sèche, est-ce qu'il va mal et tout. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui fait qu'on va rentrer dans la pathologie. C'est ces 4 éléments, c'est le fait que ce soit une rupture durable avec l'état habituel. Alors c'est pareil, l'adolescence c'est un âge où on change. Donc l'adolescent qui joue du piano depuis tout petit, il décide d'arrêter. Est-ce que c'est parce qu'il est ado, qu'il grandit, qu'il s'émancipe et qu'il a plus envie de faire du piano, qu'il veut faire autre chose? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'a plus goût à ça, qu'il y prend plus de plaisir et qu'il y prend plus d'intérêt? C'est quand même à surveiller. La rupture de lien social, donc l'isolement avec les autres, c'est un âge au contraire où on crée des liens, on se met en lien avec les autres. Donc un adolescent qui va se replier, c'est inquiétant. Évidemment, quand il y a une souffrance visible et quand il y a des actes auto-agressifs répétés et dangereux. Et la chose aussi importante, c'est que ça impacte le quotidien. C'est-à-dire l'adolescent, comme je disais, l'adolescent qui par exemple va se coucher un peu plus tard et tout, mais il va à l'école, les notes baissent pas, il continue de faire ses activités. C'est pas inquiétant. Par contre, l'adolescent qui va se coucher tard et il va rater des heures de cours le matin, les notes, voire carrément toute la journée, les notes baissent. Et ça dure dans le temps, ça cache peut-être quelque chose. Ça me fait penser à une anecdote. J'avais reçu il y a quelques années un papa qui m'a amené son fils en consultation pour une addiction aux jeux vidéo. Bon, très bien. Donc je les reçois, donc je fais l'entretien, puis je pose la question. Bah d'accord. Donc il joue beaucoup aux jeux vidéo, très bien. Du coup, il va. Comment ça se passe? Il loupe les repas et tout à force de jouer aux jeux vidéo? Puis Morgane fait non, pas du tout, non, on lui dit de venir manger, il arrive, il vient manger, il mange avec nous. Ah, d'accord. Il se couche tard, du coup, le soir pour jouer? Ah bah non, il peut pas. Quand on a fini le soir, on éteint la télé et puis il peut pas jouer, il a pas la console dans sa chambre. D'accord. Du coup, il loupe des cours des fois à cause de jeux vidéo. Ah bah non, pas du tout. Il loupe jamais de cours. Et bah du coup, c'est quoi le problème s'il joue beaucoup aux jeux vidéo, mais à côté de ça, il mange avec vous, il dort bien, il va en cours et tout, il fait il passe quand même beaucoup de temps là-dessus. Et puis dès qu'on lui dit d'arrêter, quand c'est pas pour un de ces trucs-là, il s'agace. Ah oui, mais en fait, c'est un de ses loisirs au final. Ça a pas d'impact. Donc en effet, il a fallu que j'explique un peu au papa en disant que peut-être qu'il jouait beaucoup, c'est un fait. Il n'y avait pas d'impact dessus. On pouvait pas parler d'addiction aux jeux vidéo parce que c'était pas un problème. C'est un problème pour ce papa, mais c'était pas un problème de santé pour ce jeune-là. Donc la notion de, comme je disais, de signes qui durent dans le temps et d'impact dans le quotidien, c'est ça qui va nous dire, nous en tout cas, si on est dans quelque chose de pathologique ou pas. Et donc, une fois qu'en tout cas vous avez identifié un adolescent qui est en souffrance, ou en tout cas vous vous posez sérieusement la question, ma collègue va vous expliquer où vous tournez pour les orienter, les accompagner. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'offre de soins en France, c'est qu'elle est organisée en niveaux, en fonction de la gravité, de la complexité et de la spécificité des situations. Par exemple, les niveaux 1, elles sont plus développées pour de la prévention, du repérage et des soins de première ligne. Alors que les niveaux 2, eux, sont plus développés pour des soins spécialisés en ambulatoire, pour des troubles qui nécessitent des diagnostics, des prises en charge spécifiques et un avis spécialisé. Et après, il y a les niveaux 3, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est pas le propos. L'idée étant de vous sensibiliser, de repérer et d'orienter les adolescents qui sont en souffrance. Les niveaux 3, il s'agit de soins intensifs, d'hospitalisation, de diagnostics plus complexes. Je pense que c'est pour des situations graves, aiguës, et c'est pas le propos aujourd'hui. Donc, les offres de première ligne, donc on retrouve les médecins généralistes que vous connaissez tous,
en vous rappelant peut-être aussi que dans le département, il existe ce réseau de médecine générale et psychiatrie 37, dans lequel les médecins généralistes peuvent solliciter les psychiatres et les pédopsychiatres pour demander des avis spécialisés et aider dans les orientations. Ensuite, il y a les maisons départementales des adolescents et l'espace santé jeunes que j'ai un petit peu regroupé, qui sont des associations médico-sociales qui accueillent les jeunes dans leur globalité, avec, sans leurs parents. Ils ont des lignes d'écoute, des espaces de parole, individuels, collectifs. Ils ont pour principale mission d'accueillir, de prévenir, de promouvoir la santé et d'orienter. À la différence que les maisons départementales des adolescents, elles sont déclinées au niveau national, alors que l'espace santé jeunes est plutôt une association loco-locale. Alors, il y a plusieurs antennes dans le département, il y a plusieurs antennes dans les maisons départementales, il y a à Loches, à Chinon et à Tours. Et pour l'espace santé jeunes aussi, il y a un local à Tours, mais il y a également des antennes sur Vouvray, Neuilly-Pompière, Bléré, Château-Renaud et Amboise. Ensuite, il y a l'équipe mobile de prévention des adolescents, qui, lui, est un dispositif pluridisciplinaire qui va à l'encontre des jeunes, plutôt que d'attendre que les jeunes viennent sur les structures, afin de prévenir des situations de mal-être, de rupture ou de mise en danger. Et après, une fois qu'ils sont allés à l'encontre des jeunes, ils les orientent sur les structures dont je vous parlais. Là aussi, il y a plusieurs antennes. Il y a Loches, il y a Tours qui intervient dans tout le département, sauf le Chinonnais qui a sa propre équipe également. Donc, ensuite, il y a les offres, comme je vous disais, des soins plus spécifiques de 2e et 3e ligne. Donc là, je vais vous citer le centre médico-psychopédagogique, le CMPP, qui dépend d'une association pour les adultes jeunes handicapés. Les centres médico-psychologiques, qui sont des centres, pareil, pluridisciplinaires, sectorisés en fonction de là où les gens habitent. Le centre Orest, là où on travaille avec Xavier, qui a un dispositif, tu l'as un petit peu décrit, mais où il y a plusieurs dispositifs de soins spécifiques pour les adolescents, avec un dispositif de soins études, de CATTP qui propose du groupe, de la consultation et nouvellement un nouveau dispositif pour les adolescents qui sont suivis par la protection judiciaire des jeunes, de la justice, pardon. Et puis le centre hospitalier régional universitaire, la clinique psychiatrique universitaire qui se situe à Saint-Cyr-sur-Loire et qui est pareil, là c'est du niveau 3 plutôt, c'est les unités d'hospitalisation, donc là c'est pour des jeunes qui vont très mal, et c'est des structures un peu plus spécifiques comme le centre régional de psychotrauma aussi. Je ne vais pas les détailler plus parce que je pense que c'est pas le propos. Si vous avez des questions à la fin, on pourra y répondre. En tout cas, voilà les différentes structures, et les professionnels de première ligne connaissent ce réseau-là, donc ils seront tout à fait en mesure d'orienter s'il y a besoin de structures plus spécialisées, plus contenantes et plus globales que les premières lignes. N'oublions pas les partenaires éducatifs, donc évidemment les travailleurs sociaux, avec les maisons départementales des solidarités, l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, les établissements scolaires aussi, donc évidemment l'éducation nationale avec qui on travaille, avec qui on se réunit très régulièrement pour des jeunes qui présenteraient des refus scolaires anxieux ou qui auraient besoin de dispositifs spécifiques pour des handicaps particuliers. En tout cas, voilà, on travaille très régulièrement avec ces deux professionnels. Je vous ai remis les réseaux d'écoute et de prévention. Ça me fait penser que j'ai pas cité le 3114 qui est une ligne d'écoute nationale gratuite pour les gens qui présentent des idées suicidaires et qui eux aussi sont en mesure d'orienter et de désamorcer les crises suicidaires chez les gens qui en présentent. Et évidemment les familles avec qui on travaille au quotidien, qu'il faut pas oublier. Donc en conclusion, l'adolescence est une période complexe, une période de grande vulnérabilité, mais également de grande créativité et de découverte. Bill Gates, Rimbaud et Mozart ont créé pendant qu'ils étaient adolescents. C'est une période de transformation intense, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, et ils ont besoin évidemment de cadres et de soutien, même s'ils le demandent pas, même s'ils le manifestent pas. La réponse des adultes face à ces adolescents à ce moment de construction et de structuration, j'ai envie de dire, pour les adolescents, la réponse des adultes est vraiment très importante à ce moment de vie. Donc le message ce soir à retenir, c'est qu'il faut repérer tôt les difficultés adolescentes, orienter vite et accompagner avec bienveillance, évidemment. On vous remercie.
Si vous avez des questions, on va vous faire passer un micro pour que vous puissiez la poser, puis on essaiera d'y répondre le mieux possible. Bonsoir. Vous parliez que l'adolescent a besoin de cadre et de soutien, mais comment mettre le cadre pour l'accompagner avec bienveillance quand il est un petit peu dans la rébellion et qu'il n'a pas vraiment envie d'écouter les parents et voilà, on passe pour des gens qui... on les énerve un petit peu, non? Donc vous parlez de la place de parent là pour le coup. Ça fait partie de son boulot de se rebeller et de comment dire et de venir gratter et de s'opposer aux parents. Après, c'est quand même important de maintenir un cadre parce que même si le cadre doit s'adapter, parce que on n'a pas le même cadre éducatif pour un enfant de 9 ans et un adolescent de 16, hein, c'est logique. Donc ça demande une souplesse au niveau des parents, mais la présence du cadre est quand même nécessaire parce que il vit à domicile, il y a des règles, c'est normal, qui peuvent s'adapter, ça peut s'entendre, mais c'est aussi constructif. S'il n'y a pas de cadre, on sait pas où sont les limites, et ça peut être extrêmement angoissant et très perturbant, et c'est important de mettre ce cadre-là. Et l'adolescent, par exemple, va venir s'opposer et essayer peut-être d'élargir un peu le cadre au début. Donc, il y a des choses où il y a peut-être moyen de négocier, et il y a des choses où non. Ça, c'est non. Par exemple, je raconte n'importe quoi. Ça peut être, ok, tu es un peu plus grand, t'as 16 ans, tu termines, tu sors du lycée à 18h, t'es pas obligé de rentrer tout de suite. Par contre, je veux qu'à telle heure, on mange à 19h30, 19h30, t'es à la maison. T'as le droit. Ok, d'accord. Ça marche. Et est-ce que là, demain, je travaille pas, il n'y a pas cours parce que le prof est malade et tout. Je peux rentrer à 22h? Non. D'accord. Et le week-end, je peux? Non. Sauf si c'est les vacances et tout. Voilà. C'est important d'avoir un cadre précis et des limites sur lesquelles on ne tergiverse pas. C'est aussi important en tant que parent d'être en accord sur ce cadre-là, c'est plus facile quand on est d'accord, mais c'est important de le maintenir. Et après, il y a des choses que nous, ça nous arrive, hein, des fois dans notre pratique, des adolescents et des parents qui se comprennent pas, ou le parent qui arrive pas à s'assouplir, qui arrive pas à voir son ado grandir, ou l'ado qui en demande beaucoup trop. Donc l'idée, c'est un peu de trouver, en tout cas c'est comme ça quand c'est le travail, c'est de trouver un peu une sorte de terrain d'entente et de construction du cadre à deux. C'est-à-dire, par exemple, c'est de trouver un compromis, donc ce qui conviendra à personne, mais d'essayer de construire quelque chose tous les deux en disant, moi, j'ai quand même besoin de sortir un peu plus, tout. Ok, d'accord. Moi, par contre, j'ai besoin que tu sois rentré à partir de telle heure parce que dehors c'est dangereux et tout, voilà. Et puis, tu veux sortir le week-end le soir. Bon, d'accord, mais dans ce cas-là, faut que tu ramènes des bonnes notes ou, enfin voilà, faut que ce soit construit, il faut que ce soit clair. C'est important pour que ce soit pas enregistré pour la question. Pardon. La notion du cadre, je l'entends, hein, c'est comme dans la petite enfance, il faut le cadre, c'est bienveillant, c'est plutôt la réaction de l'adolescent face à ce cadre qui est bien marqué. Comment on accompagne la réaction qui est assez inflammable, j'ai envie de dire, de l'enfant en fait, de l'ado. Comment je le fais redescendre en tension? Parce que lui, il n'a pas du tout envie d'entendre ce nom-là. Et accompagner un tout petit dans cette frustration, c'est relativement plus facile qu'accompagner un adolescent, je trouve. Ça dépend. Ça dépend des petits, ça dépend des ados. D'accord, je vois un peu plus dans votre question. Après, le nom, le cadre va entraîner de la frustration. Après, c'est aussi à lui de composer avec ça. Et que ça le frustre, qu'il s'agace, l'adolescent qui claque la porte de la chambre et tout, c'est un grand classique. Si ça s'arrête là, autant, si on peut plus dialoguer, il n'y a plus de discussion, time out, on en reparlera plus tard. Et après, il va décanter. S'il décante pas ou s'il va tester encore plus fort et inlassablement et tout, voire contourner en fuguant ou autre, peut-être que là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a peut-être là quelque chose à explorer. Alors déjà, essayer de parler avec lui parce que c'est les règles. T'es pas censé les contourner, même s'ils te conviennent pas. Mais si en effet la réaction est inflammable ou explosive, il n'y a rien à en tirer à ce moment-là. Donc autant dire, on en reparlera plus tard. Là, t'es pas content, c'est normal, mais c'est comme ça, et on en reparlera plus tard. Et basta.
Oui, vous parliez que les relations avec les pairs sont importantes à l'adolescence, qu'ils aient une appartenance. Que penser d'un ado qui finalement aurait tous ses amis au travers de jeux vidéo, jeux virtuels et pas du tout dans la vraie vie? Moi, je l'entends, il se marre, il discute, il y a pas de, enfin voilà, mais tous les amis sont au travers des jeux vidéo. Ça reste des relations. Elles sont pas, elles sont différentes des relations du quotidien, du lycée, du collège, des activités ou des amis d'enfance. Ça reste des relations qui comptent. C'est comme vous dites, il se marre et tout, il interagit. Donc il y a une vraie relation. Il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté. Et en plus, c'est là où je parlais de faire la différence entre l'outil et l'usage, parce que l'outil en soi, il est merveilleux. On peut faire plein de trucs qu'on pouvait pas faire avant. Et notamment avec les adolescents, ils ont moyen de rencontrer via les réseaux ou via les jeux des gens qui partagent les mêmes passions qu'eux, qui habitent à l'autre bout du pays, voire dans d'autres pays pour certains. Donc il y a même certains qui bossent leur anglais ou autre. Donc c'est pas à minimiser. C'est sûr, il n'y a pas forcément les mêmes relations. Il va pas se retrouver le lendemain à l'école et tout. Par contre, c'est son petit jardin à lui. Donc c'est des relations où les parents n'ont pas forcément accès. Ça peut être stressant, c'est normal. Ça fait aussi partie de l'éducation de savoir, attention, tu sais pas à qui vraiment tu parles et tout. Voilà. En tant que parent, on pouvait accompagner et sensibiliser ça, mais c'est comment dire, ça pose question qu'il n'y a absolument aucune autre relation à l'extérieur. Après, le fait qu'il y en ait, même si elles sont via les réseaux, via les jeux, ça reste des relations, donc ce n'est pas foncièrement inquiétant. C'est peut-être le seul moyen pour lui ou elle de rencontrer des gens avec qui il accroche, avec qui il partage les mêmes objets culturels. Peut-être je peux rajouter quelque chose. J'ai quand même en tête aussi qu'il faut faire confiance un peu à la nature de l'être humain, qui est un être social et qui a envie qui au bout d'un moment peut s'enliser dans quelque chose, par exemple s'il s'enferme dans des réseaux sociaux, qui s'enferme dans le fait qu'il veut pas aller à l'école et que du coup il peut dans un premier temps avoir dans une espèce de lune de miel quelque chose d'agréable où il n'aurait pas de contraintes, où il n'aurait pas à réaliser des besoins, que ce soit scolaires ou même de devoir sortir pour faire du lien avec d'autres personnes. Au bout d'un moment, si vraiment c'est problématique et que c'est un isolement, un renfermement, il le fera savoir d'une manière ou d'une autre, ça ne conviendra pas, vous voyez. Les réseaux sociaux, si c'est pour à visée de retrait et d'enfermement, d'isolement, il y a un moment où ça lui conviendra pas ce mode de fonctionnement. Et comme disait Xavier, là si c'est peut-être sa seule façon de faire du lien à travers les réseaux sociaux, peut-être que ça peut être bénéfique dans un premier temps, et au bout d'un moment il aura envie d'aller vers l'extérieur, il aura envie, enfin les deux sont pas c'est pas l'un ou l'autre, quoi. Je pense que ça peut pas suffire que du lien par du virtuel, je pense. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si c'est... Je voulais savoir si le département était particulièrement touché par le manque de professionnels, parce que j'ai essayé de prendre rendez-vous avec un pédopsychiatre pour l'un de mes enfants, et en fait c'est juste pas possible. Pourtant j'avais un courrier de mon médecin traitant, et malgré ça c'était impossible. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a seulement s'il y a passage à l'acte ou s'il y a vraiment un souci qu'on peut avoir accès à des professionnels, parce que voilà, grande difficulté. Alors, c'est une excellente question. Non, on n'est pas. Alors, on est quand même en déficit de pédopsychiatres par rapport à la demande. Par rapport au reste de la région, on est plutôt riche, ce qui est pas forcément rassurant. Mais non, mais que ce soit en pédopsychiatrie ou en psychiatrie adulte, on est en grand manque on n'est pas des dermatos, mais quand même c'est une spécialité qui est en grand manque au niveau national pour répondre aux besoins, surtout voilà, où on le voit, où les adolescents, mais également les adultes vont de plus en plus mal. Mais non, on n'est pas particulièrement sous-doté. Par contre, alors, il est possible d'avoir accès à des pédopsychiatres, mais avec des délais. Ma collègue en parlait, il y a au niveau, donc alors il y a le libéral, ils sont saturés et ils ont des places qui se libèrent, mais au fur et à mesure que voilà, les places se libèrent parce que leurs patients vont mieux. Au niveau du service public, donc il y a les CMP, les centres médico-psychologiques dont ma collègue parlait. Donc en gros, c'est divisé en secteurs au niveau du département en fonction d'où on habite.
Il y a le secteur, on va dire plutôt de l'Est, qui est Tours-en-Boise, le secteur de Tours et nord du département, le secteur du CMP de Clocheville, et le secteur de Chambray et de Chinon. Donc ça, c'est pour les enfants entre 6 et 14 ans, pour tout type de problématique psychologique. Et donc ça, pour le coup, si vous avez un courrier, vous pouvez avoir accès à ce CMP-là, avec du délai évidemment, parce qu'ils ont beaucoup d'attentes. Mais il y aura un rendez-vous d'un moment. Et à partir de 14 ans, donc il y a nous, le Centre-Est, où nous, pour le coup, on est le centre de consultation au niveau du département. Donc nous, on peut accueillir des adolescents qui viennent de Chinon, de Loges, de Descartes, de Tours. Ça, c'est pas un problème. Du moment qu'ils ont entre 14 ans et 18 ans et qu'ils résident dans l'Indre-et-Loire, bien sûr. Et donc, pareil, si vous avez un courrier, vous pouvez prendre contact avec notre service et il y aura un rendez-vous avec du temps. Mais il y aura un rendez-vous. Donc ça, c'est une réponse. Et il n'y a pas que les pédopsychiatres, parce que de toute façon, c'est une spécialité qui est en souffrance et on n'est pas nombreux. Mais il peut également y avoir les psychologues. On a beaucoup de psychologues sur Tours et dans sa première couronne, et donc beaucoup qui sont formés à l'enfance, à l'adolescence, et qui peuvent être déjà un premier relais, qui peut permettre déjà d'une prise en charge et tout. Alors, le dispositif Mon Soutien Psy, qui permet d'avoir accès à une dizaine ou une douzaine de séances gratuites, prise en charge, ce qui permet déjà d'évaluer et de gérer certains troubles, et si c'est nécessaire d'une prise en charge plus longue, soit l'orienter vers notre service ou d'autres services ou vers un spécialiste. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je pense qu'on a été très clair dans ce cas-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous, bonne soirée.